coalition nationale pour le changement. Donc on a vu qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu une coalition qui a été créée. Et cette coalition regroupe un certain nombre de candidats déclarés, dont M. Charles Konabani, ancien gouverneur de la BCAO, l'honorable Kwaku Konabertin, qui se sont déjà déclarés, et M. Essi Amara, qui ne se trouve pas, je pense, dans la CNC. Alors, que pensez-vous de cette coalition-là à la veille de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire? M. Marcel Lachaud. Merci bien. Coalition nationale pour le changement, moi d'abord, bon, il y a d'abord coalition, des alliés qui s'unissent et puis changement. Je crois que c'est le mot changement qui réunit quand même tout le monde, qui fait qu'il y a cette coalition. Bon, moi d'abord, le premier jour, je crois que c'est le 15 mai 2015, voilà, où cette coalition a été lancée. Ce qui m'a semblé important, c'est que d'une même voix, la première demande de cette coalition, déjà la première exigence, concernait déjà, bon, comment je vais appeler ça, la dissolution de la CEI. Et après la dissolution qui a été prononcée, ils ont demandé à ce que le code électoral puisse être rejeté. Et après aussi, en troisième point, bon, les membres de la coalition sont opposés à la révision de l'article 35. Je crois déjà que, bon, ce sont ces amendements, pour ne pas dire ces revendications, que tout le monde essaie de porter. Mais en même temps aussi, parlant même de cette troisième voie qui consiste à la non-modification de l'article 35, des voix se sont déjà levées dans cette coalition. Il y a des personnes, tout à l'heure vous avez parlé de Kakabe, qui parle tout du 7 à 35 pour lui, Ouattara ne doit pas postuler. Il y a Madou Koulibaly et Doumia Major qui estiment que pour eux, le débat sur l'article 35 est révolu. Nous qui assistons déjà à cette coalition, on se pose des questions. Comment se fait-il que des gens, déjà, ils sont en porte-à-faux entre eux-mêmes? Il y a une certaine antinomie entre ceux qui constituent cette coalition. Bon, il y a eu déjà une marche de l'assemblement. Donc aujourd'hui, bon, nous essayons de les regarder. On attend de voir ce que ça va donner. Voilà, c'est ce que je peux dire là-dessus. Merci. Monsieur Guy Paulet, vous avez quelque chose à ajouter? Certainement. Je dirais tout simplement que nous avons forgé beaucoup d'espoir sur la CNC. Il faut le dire parce que, je l'ai dit, à un certain moment donné du parcours, parce que je reste dans le chemin initial. Depuis le coup d'État de 2010-2011, j'ai toujours dit on ne devrait pas aller aux élections parce que les conditions ne seront absolument pas réunies, ne seront jamais réunies. Aussi longtemps que Laurent Gbagbo restera à la CPI, restera à la haie, on ne pourra pas les élections. C'est l'opposant, entre guillemets, historique, au fouet de Boigny, et un président en exercice victime d'un coup d'État. À partir de ce moment, il est impossible de rassembler les Ivoiriens autour d'un idéal si ce n'est lui. Je ne personnalise pas la Côte d'Ivoire en présentant Laurent Gbagbo, mais Laurent Gbagbo étant investi par le Conseil constitutionnel, incarne la Constitution de Côte d'Ivoire, et à partir du moment où Laurent Gbagbo est à la CPI, pour moi je considère que la Constitution de la Côte d'Ivoire est enfermée quelque part. Elle est brigadée parce que le président de la République est le garant de la Constitution. À partir du moment où il est enfermé, la Constitution étant enfermée avec lui, on ne saurait organiser des élections dans ce schéma-là. Je vais un peu plus loin. La Constitution de la CNC n'attire pas l'attroupement ou encore la volonté populaire. Si c'était le cas, on aurait vu dans les rues. J'ai observé la CNC. Les Ivoiriens ont continuent de forger leur espoir sur le FPI, son identité FPI. Quelles que soient les modifications qui pourront s'apporter autour, son extension, sa diminution, le FPI reste le parti que les Ivoiriens préfèrent. Mais aujourd'hui, on sait bien ce qu'est devenu le FPI. Il est défragmenté en plusieurs morceaux. Ses leaders sont dispersés. Les Ivoiriens ne se reconnaissent plus dans le FPI actuel et ne se reconnaissent plus dans la CNC. Pourquoi? Parce que ces dirigeants ne sont pas, si vous voulez, des personnes qui incarnent une certaine probité. On se souvient de Mouadou Koulibaly, qui était le numéro 2, si je me souviens bien, du FPI, qui avait, n'est-ce pas, qui était le point de convergence de tous les Ivoiriens, pour preuve, il était le président national. Mais juste après le coup d'État, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait rendre allégeance à Alassane Ouattara et créer son parti politique. À partir de ce moment, le peuple ivoirien s'est désolidarisé du système politique de Mamadou Koulibaly, du leader aujourd'hui. Alors, quand il vient se mettre sous la coupole de la CNC, en ce moment, il attire un peu de crédibilité parce qu'il y a d'autres personnes, je ne sais pas les dissidents du PDCI,
qui ont fait volte-face à Bédier et entrer dans ce mouvement, il attire la sympathie, je vais dire comme ça, des de personnes. Pour l'ancien Premier ministre, on sait très bien où est-ce qu'il était imposé depuis Lomé. On sait qu'il n'a pas dû jouer franc jeu. Tous ceux qui sont dans cette coalition ne sont pas, si vous voulez, aimés ou appréciés par le peuple ivoirien. C'est le tout, c'est le nom, comme l'a dit le camarade Marcel Lachaud, c'est le nom changement qui a attiré, n'est-ce pas, l'attention des peuples ivoiriens. Mais à l'état actuel des choses, je le dis et je continuerai de le dire, nous souhaitons, enfin, je souhaite, pour assumer mes propos, qu'il y ait une transition parce qu'il ne devrait pas avoir élection là en octobre. Les conditions ne sont absolument pas réunies. Absolument pas réunies, les conditions ne sont pas réunies. Et au vu de tout cela, la lecture que j'ai faite de la CNC, je ne le souhaite pas, mais la CNC est tout simplement vouée à l'échec. La CNC n'a pas beaucoup d'avenir. Parce qu'on sait très bien les relations interpersonnelles sont très souvent conflictuelles. Chacun voudra, dans ce mouvement, tirer un peu de couverture de son côté et après ça va se disloquer. On ne peut pas coudre, un livre que j'aime bien lire, un bout de tissu neuf sur un vieux autre. Ça va se déchirer de toutes les façons. On va pas la CNC au FPI. Si nous vous avons bien compris, monsieur Guy Paulin, pour vous, la CNC est un mouvement mort-né. Je peux le dire comme ça à partir de ce que je constate aujourd'hui. Ok. Monsieur Franck Huité, quand j'entends ça... Je tiens à préciser que vous êtes le fondateur, n'est-ce pas, membre fondateur, disons, de la jeunesse PDCI France. Alors, au passage comme ça, les dissidents du PDCI. Vous savez, il n'y a pas de dissident au PDCI. Le dissident du PDCI, c'est le président Bédier. C'est Bédier qui est le dissident. Il ne peut pas être dissident étant c'est lui le dissident. L'héritier du... Non. Bédier est le dissident, pourquoi? Parce que quand le PDCI fait son congrès, il est précisé dans les résolutions du congrès que le PDCI doit présenter aux élections à venir un candidat membre du parti, un candidat membre actif du PDCI RDA. Bédier tout seul prend une décision d'envoyer le PDCI dans une aventure. Donc c'est lui le dissident. Les autres ne sont pas des... C'est Bédier qui est un frondeur. Bédier représente... Ceux qui suivent Bédier sont la fronde du PDCI. Parce que les KKB, tous ces autres membres du PDCI, ils sont dans la logique du PDCI. Ils sont dans la logique qui dit que le parti doit avoir un candidat et un candidat membre actif du parti. Bédier dit non, le parti doit avoir un candidat mais qui n'est pas membre du parti. Donc, qui est dans la fronde? C'est Bédier. Donc, les candidats du PDCI, aujourd'hui déclarés, ils sont dans la logique. La bataille entre eux candidats pour choisir le meilleur, c'est dans une logique du PDCI. C'est normal. Pour revenir à la CNC, pour moi, la CNC est un bloc d'opposition. La CNC n'est pas un outil pour accéder au pouvoir. La CNC est un outil pour créer les conditions favorables à un scrutin transparent, sécurisé et crédible. Ce n'est pas la CNC qui ira au pouvoir. C'est un homme qui va au pouvoir. Ce n'est pas une coalition qui vient au pouvoir, c'est un individu. L'histoire entre le peuple et l'homme. C'est ça, le choix aux élections présidentielles. La CNC est l'outil qui a été mis en place pour que nous puissions fédérer nos différentes revendications et les porter ensemble à la face du monde entier. Donc la CNC n'a pas pour vocation de gouverner la Côte d'Ivoire. Il faut que les gens enlèvent ça de leur tête. La CNC a pour vocation de créer les conditions favorables à une Côte d'Ivoire apaisée. D'accord. Monsieur Eric, au stade actuel de l'évolution de la situation sociopolitique aujourd'hui en Côte d'Ivoire, est-ce que les conditions vraiment sont réunies pour les élections en 2015? Ils l'ont dit tout à l'heure, mais vous, en tant que politicien ou bien politique aujourd'hui européen, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les conditions sont vraiment réunies pour octobre 2015? Moi, je me suis dit qu'il y a des antagonismes, c'est-à-dire des forces obscures, aussi des forces très fortes, soit d'effriter des orientations, d'éparpiller les gens, de ne pas vraiment unir les Africains autour d'une cause. C'est-à-dire, ce n'est pas la question finalement pour moi, est-ce que les conditions sont réunies? On cherche les conditions, ensuite, à partir du moment où ça sera réuni, on va vers l'avant. Moi, je crois qu'il faut se cerner aujourd'hui sur un sujet
qui est très claire, une préoccupation qui est très claire, le respect de la constitution ivoirienne et ne pas respecter. Et puis la communauté internationale. En mars, je crois, en mars 2003, nous avons demandé par la pancarte de une des plus grandes marches de l'Afrique à Paris, nous avons demandé la communauté internationale de respecter une condition africaine, une constitution africaine, ici la constitution ivoirienne. La communauté internationale ne l'a pas respectée. La preuve, c'est ce que M. Paulin a dit. La constitution aujourd'hui, elle est encastrée à la haie. C'est-à-dire, Laurent Gbagbo est issu de la constitution ivoirienne. Il n'est pas issu de la soi-disant communauté internationale. C'est lui qui incarne le droit africain. Je souhaite aussi un peu, comment dire, attirer l'attention sur une tentative de coup d'État constitutionnel de la France. Il faut le dire comme ça. Il y avait une tentative de changer au niveau du Conseil de sécurité une déclaration du Conseil de sécurité selon laquelle les décisions du Conseil de sécurité sont plus fortes et prévaut sur la constitution ivoirienne. Et je sais aussi l'honorable Thabo Mbeki qui a aidé la Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo et le grand combat au Conseil de sécurité. Il a réussi à ce que cette petite phrase sera retirée de la France. Maintenant, depuis le retrait de cette phrase, il y a ce que M. Paulin a dit. La Constitution... Je ne coupe pas la parole, M. Eric, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, certains leaders du RDR continuent de dire que cet article existe, que les lois, la loi internationale prend le pas sur la loi ivoirienne. Non, ce n'est pas possible. À mon avis, c'est approuvé. Il faut bien déjà que... Il est important de dire aux gens que les dispositions internationales, si elles ne se conforment pas à nos constitutions, elles ne peuvent pas être adoptées. Elles ne peuvent pas passer. Parce qu'il faut que ces dispositions internationales puissent d'abord être présentées à un Parlement et que notre Parlement les adopte pour qu'ensuite on puisse les mettre en application. Ok, monsieur... Et quand Laurent Gbagbo a retiré cette fruit de son travail avec Thabo Mbeki pour le respect de la Constitution, il a pris quand même, il a entrepris certaines mesures pour son pays qui n'ont plus obéi à cette dictature à partir de l'international. Je ne sais pas ce que c'est international. Je ne vois ni une personne, ni des responsables auprès, on peut dire tu as décidé de ça par rapport à un tel environnement politique. Donc aujourd'hui, les Ivoiriens devaient faire quelque chose pour arriver à un changement, prendre un sujet de base. À la haie, il y a Laurent Gbagbo, il est encastré dans la prison de Scheveningen. Et avec lui, légalement, selon le droit de la Côte d'Ivoire et africain, selon le droit, la Constitution est embastillée. Donc il faut arriver à sortir Laurent Gbagbo. Très bien, M. Eric, merci. M. Achou, Laurent Gbagbo avait l'habitude de dire « asseyons-nous et discutons ». Faites-moi une analyse sur cette phrase. Si on est discutant, ben bon, même avant même le président Laurent Gbagbo, moi je reviens un peu en arrière, bon, Foué aussi l'a dit, je cite pêle-mêle, nous pensons qu'il n'y a pas au monde de problème si ardu, si difficile soit-il, il peut être réglé pour avoir la négociation. Voilà, Foué l'a dit. Gbagbo également aussi le dit tout le temps, si on est discutant. Donc je crois que bon, quand dans une famille, bon, il y a des dissensions, je crois que c'est autour d'une table qu'on peut trouver une issue. Parce que quoi qu'il advienne, on va se tabasser. On finira toujours par venir s'asseoir et trouver une issue. Maintenant, je voulais ajouter quelque chose sur ce que vient de dire tout à l'heure, voilà, monsieur Eric. Bon, aujourd'hui même, moi je prends une hypothèse banale qui est d'abord fausse. Admettons qu'au sortir de cette hypothèse, le président Gbagbo ait perdu les élections. Mais quand déjà il n'est plus président, c'est une hypothèse, je n'ai pas dit une hypothèse, hein, c'est pas réel. Qu'il ait perdu les élections, il est de facto. Si aujourd'hui le RDR ou le RHDP concède que le président va avoir perdu les élections, ça veut dire qu'il est de facto membre du Conseil constitutionnel. Donc il y a déjà des dispositions qui s'appliquent. On ne peut pas aujourd'hui le déporter pendant qu'il est membre du Conseil constitutionnel sans que ce Conseil se réunisse et prenne une disposition. Donc dans tous les compartiments, on voit vraiment le faux et l'anarchie que le RDR et le RHDP a installé dans ce pays. Mais c'est vous qui le dites dans vos fauteuils du haut aujourd'hui, mais aujourd'hui, les puissances occidentales qui soutiennent aujourd'hui Ouattara, ils l'ont fait expressément
pour pousser Gbagbo à la sortie, pour imposer leur bonhomme qui est aujourd'hui Ouattara. Alors vous, en tant que politologue, vous en tant que débatteur, vous savez, pourquoi moi personnellement je n'accepte pas? Je n'accepte pas parce que la Côte d'Ivoire a fait beaucoup de sacrifices pour éviter ce que nous avons vécu. Le président Gbagbo Laurent, ce n'est pas lui. En tant que chef de l'État, c'est-à-dire nous Ivoiriens, nous avons accepté que Solo Guillaume soit le Premier ministre. C'était pour la paix. Nous avons accepté que Ouattara soit candidat. C'était pour la paix. Nous avons reconnu tous les grades que la soldatesque dramanienne a obtenus dans la forêt. Ils sont venus de Kaporo avec des grades de colonel. On a accepté ce qu'on appelait des grades opérationnels pour la paix. On a payé les arriérés de salaire de tous les soldats FDS de 2002 à 2007 qui se sont retrouvés dans la rébellion. On a mis en place le centre de commandement intégré, le CCI. On a dit, bon, pour sécuriser ensemble le pays, vous emmenez 2000 hommes, on va sécuriser le pays. On a mis en place les dispositions pour une armée nouvelle. Les rébellions devaient nous donner 5000 personnes pour intégrer l'armée nouvelle. On l'a fait. Le président Gbagbo Laurent est allé encore plus loin. On a intégré dans la fonction publique tous les enseignants volontaires qui étaient dans la zone CNO. Alors qu'à Abidjan et partout, on avait de jeunes diplômés qui étaient là, qui ne foutaient rien, qui galéraient. Et tout ça, c'était pour ramener la paix. Nous avons fait tout ça pour la paix. Et on nous a promis une seule chose, que l'élection de 2010 nous donnera la paix et la réconciliation. Nous avons fini, on a eu près de 50 000 morts. Mais à quoi correspond alors l'élection de 2015? On va à une élection pourquoi? Est-ce que la Côte d'Ivoire va à une élection pour satisfaire à un calendrier électoral, ou bien pour satisfaire à des exigences internationales, ou bien pour donner une nouvelle orientation à la Côte d'Ivoire? Si nous devons donner une orientation à la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une élection. Pas dans le contexte actuel. Revenons à notre thème concernant la coalition nationale pour le changement. À votre avis, quelle devrait être la revendication principale disons, de la coalition? Pour moi, les revendications principales de la coalition doivent être la libération du président Gbagbo Laurent, la libération de Charles Blé Goudé, la libération de Simone Gbagbo, de tous les détenus politiques, le retour sécurisé de tous nos frères qui sont en exil et la fin des mandats d'arrêt qui sont lancés contre tous nos camarades un peu partout dans la sous-région. Voici les priorités. En un seul mot, je reste dans un schéma purement légaliste. Comme je disais tout à l'heure, je ne personnalise pas la Côte d'Ivoire, mais la condition, à mon avis, indispensable pour aller aux élections, c'est que la Constitution soit libérée. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans un système, parmi tant d'autres, qui vise à recoloniser l'Afrique. Dans un système comme celui-là, la Côte d'Ivoire et les pays d'Afrique, francophones bien évidemment, du sud du Sahara, devraient s'approprier de leur constitution. Et la constitution que nous avons, ou que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui, est celle qui est emprisonnée. Tant qu'elle n'est pas libérée, tant que la constitution n'est pas déchaînée, on ne saurait aller aux élections. Quand elle sera déchaînée, quand la constitution, et heureusement, malheureusement, c'est le Laurent Gbagbo qui l'incarne, quand elle sera libérée, en ce moment, on s'appuiera sur les tests de loi pour définir les conditions d'élection. Monsieur Marcel Achaud? En fait, je partage le point de vue des uns des autres. Aujourd'hui, parler d'élection en Côte d'Ivoire, je crois que c'est utopique. On a tous tiré les conclusions de ce qui s'est passé en 2010 avec son courrier de morts et de déplacés et d'exilés. On ne va pas quand même encore aller rééditer ce qui s'est passé. Donc, il faut quand même savoir ce qui n'a pas marché. Et je crois qu'au niveau de la CNC, il y a des revendications. Au niveau de ceux qui estiment avoir le pouvoir aussi, il faut qu'ils s'asseyent. Puisqu'ils sont aussi aujourd'hui, bon, ils estiment que pour eux, il faudrait que le pays aille de l'avant. C'est ce qu'ils disent. Et si on veut que le pays aille de l'avant, je crois que la logique voudrait quand même qu'on discute avec celui avec qui on vit en société. Donc, ils doivent quand même trouver des personnes qui seront assis en face des autres et discuter. Et on aura quand même comporté quelque chose d'harmonieux pour le bien-être des Ivoiriens. Auquel cas, je crois que bon, ce sera quand même utopique de songer à des élections. Permettez-moi s'il vous plaît, avant que M. Eric prenne la parole, parce que je vois que c'est plus tard, juste de dire... Allez-y. De dire juste encore quelque chose. Ouais, allez-y.
si par ironie du sort, parce qu'on sait aujourd'hui ce qui se passe dans la CPI, ce n'est plus le droit qui est dit, c'est la politique qui est dit. Parce que si le droit était dit, il y a longtemps, Laurent Gbagbo serait sorti. Parce que jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune preuve qu'il inculpe. Oui, bien sûr. Bon, vu que c'est un problème politique qui le retient à la CPI, il faut donc une solution politique pour qu'il en ressorte. S'il n'y a pas de volonté politique dans le contexte de recolonisation de l'Afrique, vu que c'est un os, c'est un os, je vais parler aussi pour les spectateurs de 24, parce que nous débattons beaucoup et on a l'habitude de discuter. Donc, j'étais en train de dire justement que Laurent Gbagbo, qui aujourd'hui est un os, il faut le dire ainsi, ou un facteur indispensable, un élément indispensable pour la réconciliation et pour les sociétés en Côte d'Ivoire. Si, par ironie du sort, il n'y a pas de volonté politique, parce qu'on a demandé à ce moment la jurisprudence Bemba, pour qu'il sorte, ne serait-ce que pour assister aux objets de sa maman. Il n'a pas eu ce droit-là, alors que cela devrait lui être donné. Il est clair qu'il manque une volonté criarde, il manque de volonté criarde des pouvoirs politiques et de la soi-disant communauté internationale pour l'en faire sortir. Donc, s'il reste à la CPI qui ne sort pas, quelle est donc l'alternative pour aller aux élections? Je pense jusqu'aujourd'hui, et ça je le dis avec sincérité, avec un peu de recul, après avoir réfléchi et pensé ce qui s'est passé, je pense que si M. Ouattara, qui occupe un fauteuil qui n'est pas le sien, mais qui tient aujourd'hui les rênes du pouvoir, crée des conditions justes et transparentes pour les élections, je serais d'accord qu'on y aille. Parce que je vous garantis qu'aujourd'hui, si les causes sont réunies, si ce bandit, entre guillemets, de Ahmad Bakayoko et sa troupe de Youssouf Bakayoko et toute cette bande-là, qui ont créé tout ce qu'on a vu aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si toute cette bande de voleurs, de bandits pouvait s'écarter et laisser justement que la CEI soit telle qu'elle était demandée par la CNC, que les dozos et tous les autres soient désarmés, que les conditions soient réunies pour les élections apaisées, je serais pour qu'on y aille parce que je suis persuadé que si les conditions sont réunies, Alassane Ouattara perdra les élections. Je ne sais même pas pourquoi on y aille, parce qu'on ne peut pas y aller sans Gbagbo. Non, je dis mais si par... Sans Gbagbo en détention. Si par ironie du sort, il advenait que coûte bail. Dans ces conditions encore, l'autre problème qui pourrait se poser, c'est que la constitution ivoirienne est mise, disons, sous l'éteignoir, et on va assister à ce que tout individu capable de créer des troubles passe dans les mailles de la Constitution pour pouvoir se présenter. Monsieur Eric. Bon, maintenant, je souhaite aussi... Non, c'est très bien, parce qu'il a dit quelque chose, c'est-à-dire, on a les conditions à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, à l'intérieur de la sous-région, puisque je crois aussi tous les chefs d'État africains devaient réfléchir sur le cas de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo l'a dit, il ne faut pas qu'un village soit attaqué et l'autre se désolidarise. Donc tout d'abord la solidarité panafricaine dans le cœur et de l'esprit des choses. Et deuxièmement, nous avons un travail à faire à partir d'Allemagne. C'est-à-dire il y a des conditions à faire au niveau de la relation de la France avec l'Allemagne et l'Allemagne avec la France. Quand il y avait, comme on dit, cette fête de l'amitié franco-allemande, on nous a dit à Versailles, on peut mettre n'importe quoi sur les relations de l'Allemagne avec la France et vice-versa. Il n'y a rien qui peut ébranler notre amitié. Notre amitié, ouais. Moi, je dis, on n'a rien mis de... Helmut Kohl et François Mitterrand. Ouais, grand discours. Moi, je dis aujourd'hui, à Versailles, les responsables politiques ou à Paris pouvaient le dire puisqu'il n'y a rien dessus. C'est-à-dire, on n'a pas vraiment pesé quelque chose sur les relations. Pas dans le sens négatif, mais au niveau de la responsabilité. Et je vois aujourd'hui, nous avons l'unification des deux Allemagnes de 1989. Donc, ça a ouvert le chemin ouest-est sans coup de feu. Et là, il faut remercier les Américains qui ont aussi œuvré à cette réelle ouverture. Le Brandenburger Tor, chez nous, est un vrai... la porte de Brandenburg, elle a réellement un symbole de l'esprit qui devait régner entre l'Est et l'Ouest. Mais aujourd'hui, on a même dans cette logique un effritement. Et je dis aux autorités en Allemagne, si vous voulez éviter cet effritement dans les relations Est-Ouest, il faut casser un nœud gordien nord-sud.
il faut que le mur de Berlin tombe 2 fois. C'est-à-dire en 1999, et aujourd'hui il s'agit de développer réellement une vision multipolaire et une vision nord-sud pour que l'Afrique puisse se développer dans le vrai partenariat. Est-ce que la France n'a pas la capacité d'une vision? La France devait avoir la capacité d'une vision pour créer réellement des partenariats et l'Allemagne sera à son côté. Ça sera la bonne orientation. Donc il faut casser le nœud gordien, c'est ce que je souhaite dire. Pas seulement avoir l'ouverture l'Est-Ouest, mais aussi Nord-Sud. Bien, merci. Il est bien de préciser que la France n'a pas d'ambition pour l'Afrique. La France n'a que des ambitions personnelles en Afrique. De destruction. Ses ambitions à elle, personnelles, et non une ambition pour l'Afrique. En fait, cela s'explique, je vais expliquer quelque chose rapidement. Moi, quand je fais une comparaison de l'économie allemande à celle de la France, on voit que voilà, l'économie allemande, elle est introvertie. Bon, alors que celle de la France est extravertie, tournée vers l'extérieur. Donc il faudrait que nous allons revenir sur ce sujet-là parce que je vois que nous sommes en train de quitter un peu le schéma, le cadre tracé pour le débat. Nous allons passer donc au 4e sujet, au 3e sujet, qui est le phénomène des microbes et des antimicrobes en Côte d'Ivoire. Il s'agira pour nous de voir si le phénomène antimicrobe n'est pas un autre mot naissant pour la société et la sécurité ivoirienne. Donc, M. Achot, c'est quoi les microbes en Côte d'Ivoire? Bon, les microbes, je crois qu'on a tous été surpris de voir leur irruption sur le paysage social ivoirien. Mais les microbes ne sont rien d'autre que ce qu'on peut qualifier de l'émanation, sinon des ramifications des rebelles, qui sont des rebelles, voilà. Il y a eu des rebelles armés qui sont venus. Ils se sont associés, ils ont fait appel à ces jeunes, ces enfants, qu'ils ont appelés commandants invisibles. Ils ont fait appel à tout ce qu'ils voulaient, armer tout le monde, parce que leur objectif premier c'était d'accéder au pouvoir. S'il faut libérer, casser les prisons, pour que des gangsters puissent s'évader, être armés pour prendre le pouvoir, ils n'avaient que ça en tête. Aujourd'hui qu'ils ont promis 5 millions, par-ci, des villas, à tout ce beau monde, ils sont incapables de le faire. Donc, ils ont choisi, ils ont fait une sélection. Il y a certaines personnes qui ont été choisies pour intégrer la fonction publique, l'armée régulière. Il y a d'autres qui sont laissés pour compte. Donc, aujourd'hui, quand même, des gens ont quitté leur activité pour se mettre à disposition de quelqu'un qui contrôle l'appareil étatique ivoirien. Voilà, aujourd'hui, ils ne trouvent leur existence, leur essence que dans l'agression. Ils sont armés de machettes, disons d'armes, et puis voilà. Ils s'élisent un peu partout. Donc, voilà, c'est le phénomène. Merci. Monsieur Franck Luté, c'est quoi le phénomène des microbes en Côte d'Ivoire? Vous savez, la première fois où j'ai entendu le mot microbe, c'est le ministre, en général je l'appelle le sinistre de l'Intérieur. C'est le ministre de l'Intérieur de Côte d'Ivoire, M. Ahmed Bakayoko, qui les a appelés microbes. Vous savez, seul le concepteur donne un nom à son concept. Ce sont les mêmes qui ont parlé de l'article 125. Nous, on n'avait jamais entendu ça. Ils ont dit article 125, ça veut dire pétrole 100 francs, allumette 25 francs. Pourtant, Blé Goudé ne l'a jamais dit. Il n'y a que eux qui donnent des noms à leurs différents concepts. Mais les microbes, ce sont tous ces enfants qu'ils ont utilisés pour servir de renseignements, pour servir d'indicateurs. Et eux-mêmes, ils l'ont dit sur RFI. Il y a eu un reportage sur la radio RFI où on a interviewé ces jeunes. Ils ont dit qu'on les emmenait pour agresser les pro-Babo dans la commune d'Abobo. C'est là où ils sont nés, c'est à Abobo ça a commencé. Ce sont les microbes qui ont créé la première vague de déplacés dans Abidjan. Parce qu'à Abobo, tu ne pouvais plus te déplacer si tu étais pro-Babo. Comme on dit, je n'aime pas trop l'expression pro-Babo parce que pro ça veut dire fanatique et tout, c'est une façon de catégoriser que j'aime pas trop. Mais bon, comme c'est un langage courant, donc les pro-Babo étaient agressés par ces jeunes. Mais qu'est-ce qui a été prévu, qu'est-ce qui a été promis à ces jeunes après? Aujourd'hui, je regrette, je l'ai dit sur votre plateau, c'est une honte pour la Côte d'Ivoire que nous ayons une génération comme ça qui ne s'exprime que dans la violence. Qu'est-ce que Dramane Ouattara a mis en place pour les réinsérer dans la société? Rien. On a utilisé ces enfants parce qu'il fallait créer la psychose à Abidjan.
il fallait créer un état d'insécurité, il fallait justifier toutes les bêtises qu'on allait faire. On a pris des enfants qui sortaient de n'importe où, à qui on a donné des... Parce qu'il est bien de dire aux gens que Ahmed Bakayoko, et je le dis, quand on était à Bigam, pendant la crise, il n'y avait plus de machettes. Le RDR avait racheté toutes les maquettes qu'ils ont partagées à tous ces jeunes-là. Ce sont les jeunes qui agissaient avec des maquettes. Ils découpaient les gens à la maquette. Mais ces enfants n'ont déjà plus goût à la violence. Ils n'ont plus goût à une certaine drogue. Le sang. Dès l'instant où on est dans le sang, c'est fini. Et après, on ne fait rien pour eux. Donc, les microbes, ils sont là, ce sont des gens. Comment on dit un microbe? Un microbe, c'est nuisible. Mais ils sont nuisibles à la société. Mais est-ce qu'on doit pour autant les massacrer? J'ai dit non. Il faut les réinsérer dans la République ivoirienne. Okay. Et c'est là où Ouattara a échoué. Ok. Monsieur Guy Paulin, est-ce qu'on pourrait assimiler ces microbes qui étaient des enfants au moment de la guerre, pourrait-on les assimiler à des enfants soldats? Merci pour la question. Permettez avant que je ne réponde, rebondir rapidement sur ce que M. Leterre vient de dire. On ne saurait les intégrer dans la République, si République il y en a encore. Parce que je crois que s'ils ont commis des impairs, la justice doit sévir et ils doivent être tranquillement ramenés au lieu où ils doivent être, c'est-à-dire à Macan. De toutes les façons, quand on commet dans un pays de droit, quand on commet des impairs, ben la justice saisit l'affaire. Sauf si le gouvernement aujourd'hui qui est en fonction en Côte d'Ivoire reconnaît que dans le pays, il sévit donc de l'insécurité. Et malheureusement, parce qu'on nous avait promis que la Côte d'Ivoire serait à la même indice de sécurité que Paris et que Washington ou Genève. Mais aujourd'hui, les simples bandits arrivent de commettre des impairs aussi atroces de la sorte au vu et au su de tout le monde. Je vais, avant de répondre encore à votre question, déjà présenter tous mes regrets et mes condoléances à la famille de cette jeune fille qui a été assassinée de la sorte. On n'imagine pas qu'au siècle dans lequel on est, on puisse aussi commettre des actes pareils. Ça me rappelle ce que disait un auteur que j'aime bien. Lorsque l'être humain perd de son humanisme, il devient pire qu'un animal. Il peut commettre des choses comme ça. Et aussi dit que ce cas n'est pas atypique à la Côte d'Ivoire. Dernièrement, on a vu ici en France, un chef d'entreprise qui a été décapité, la tête a été posée quelque part. Donc le système de sécurité est un fléau international. On le voit partout. Mais pour le cas de la Côte d'Ivoire, plus précisément, c'est assez triste. Parce que ce qu'on promet au peuple, on doit lui donner. Si on lui a promis la sécurité, on doit lui donner. Hier, j'étais offusqué quand j'ai suivi la RTI. Je ne me prononce pas très souvent dans les domaines que je ne maîtrise pas très bien. J'étais très offusqué lorsque j'ai entendu un haut gradé de la police évoquer à Yopougon la situation de la jeune dame en question et appeler ses agresseurs des microbes. Déjà, je m'indigne quand un Africain ou un être humain peut appeler un autre humain un microbe. À mon avis, ça perd de son humanisme. C'est ce qu'on a vécu pendant la crise post-électorale où on tuait les gens comme on tuait le bétail, comme on tuait les animaux. Appeler un être humain un microbe, moi personnellement, ça m'indigne. On va dans un monde, dans une Afrique où la dignité humaine doit être respectée, quelles que soient les conditions, quel que soit ce que tu as pu faire. Ta personne humaine doit être respectée et tu dois être traité comme tel, comme être humain. Donc le phénomène des microbes, pour parler de microbes, pour employer le terme microbe, à mon avis, c'est justement de cela qu'il est question. Je ne parlerai pas d'enfants soldats. Parce que déjà, c'est un thème que je n'apprécie pas beaucoup. Parce que on n'a pas d'enfants soldats. Quand il s'est agi, je me souviens, du génocide au Rwanda. On n'a pas d'enfants soldats. Et c'est la première fois où j'ai entendu le mot microbe. Quand les Tutsis et les Hutus s'entre-machetaient, on a entendu également ce mot microbe. Et quand on entend microbe, je pense au génocide rwandais et ça me fend vraiment le cœur. Encore les images que nous avons vues le jour est assez révoltant. Je pense tout simplement que les enfants soldats, oui, on peut dire ça. On peut dire ça dans certaines mesures. Parce que la crise post-électorale, déjà avant les élections, on avait déjà eu des tendances aux frontières de la Côte d'Ivoire. On avait eu vent pendant qu'on battait. Campagne auprès de la société civile, alerter les opinions en Côte d'Ivoire et à l'étranger et hors de la Côte d'Ivoire de ce qui se préparait en Côte d'Ivoire comme armement. On a revu, j'ai dit parce que j'étais justement dans des zones où ça se passait. J'étais sous la bannière d'une organisation internationale de protection et de défense des droits de l'homme. Et cette coupole, j'ai pu accéder à des endroits où le commun des citoyens ivoiriens ne pouvait pas accéder.
Et j'ai pu voir ce qui se préparait déjà pour les élections qui arrivaient. Et nous avons attiré l'attention des gouvernants à cette époque pour dire qu'on ne peut pas aller aux élections dans des conditions pareilles parce qu'aux frontières, ce qui se prépare ne présage pas un avenir meilleur pour la Côte d'Ivoire. Et on a vu bien évidemment que les gens ont été enrôlés dans les milices, parce que ce n'est pas une armée, je les appelle des bandits en fait, c'est-à-dire des voyous, merci pour le mot, qui ont été cooptés comme ça dans la foule, des fanatiques, ils ont été armés à l'arme blanche, et il va de soi que quand on a une arme sous la main, qu'est-ce qu'on peut en faire? On ne peut que s'en servir. Nous avons des micros, on peut parler, on avons des stylos, on peut écrire, celui qui a des machettes, au lieu d'aller cultiver sa cacaoyère ou son il va se rabattre vers les populations. C'est assez triste et c'est assez malheureux. Et à cet effet, nous allons continuer d'exiger au gouvernement en place de mettre des conditions claires et demander également au ministre de l'Intérieur, si je prends les mots de mon camarade député, de créer les conditions de la sécurité en Côte d'Ivoire. Parce que c'est inadmissible que dans un pays, entre guillemets, de droit, Alassane Ouattara, il a promis aux Ivoiriens que c'est un homme de droit, la justice va saisir tous ceux qui commettent des actes pernicieux, mais là on sait qu'il les a armés, on sait comment ils sont arrivés à Bobo, via le commandant invisible, qui n'était pas seul, parce qu'après les enquêtes, il ne s'agissait plus que de IB, mais il s'agissait d'une fraction justement de l'armée de Guillaume Soro. Ici son nom parce que je n'ai pas peur de le dire. Donc ces deux forces endogènes se sont fusionnées et ont créé donc cette nébuleuse qu'on appelle aujourd'hui microbe. Ils sont armés, ils commettent des impairs, c'est malheureux, c'est dommage pour les familles, c'est dommage pour la démocratie, c'est dommage pour la sécurité, c'est dommage à un pays qui aspire à l'émergence. C'est dommage pour tout le monde et dommage surtout pour les familles pleurer pour ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Merci, M. Guy. Monsieur Eric Flammer, que pensez-vous de ce phénomène microbe en plein 21e siècle en Afrique? Donc, quand on voit la genèse de la crise en Côte d'Ivoire, il y a toujours des forces de l'extérieur. Et c'est ce qui m'intéresse en tant qu'Allemand. Les relations nord-sud, la relation d'Allemagne par rapport à l'Afrique et quelles sont les leçons ou quelles sont les informations que je peux retirer de l'existence des microbes. Donc pour moi, il y a deux niveaux. Donc la situation actuelle où je souhaite dire quelque chose et deuxièmement, je souhaite aussi rebondir en mars 2011 lorsque Charles Blé Goudé a donné certaines déclarations par Nicolas Sarkozy. Donc, tout d'abord, le terme microbe, antimicrobe, j'invite les Ivoiriens à être très sensibles, ou les Africains très sensibles par rapport au choix, la dénomination qu'on donne à quelqu'un. C'est-à-dire, il y a déjà une mise en scène par la titularisation ou la nomination ou les termes qu'on utilise. Je suis un pro ou je suis un anti. Moi, je crois, si quelqu'un en France permettait de dire tous ceux qui ont élu Angela Merkel comme chancelière, c'est-à-dire qui ont participé à sa accession de pouvoir, dire on les appelle pro-Merkel et anti-Schröder. C'est une insulte. Il ne faut pas insulter l'Afrique, il ne faut pas insulter l'Europe. Et moi, je suis malheureux quand on parle des antimicrobes. Moi, je me suis dit, il faut toujours défendre un certain concept, celui que vous défendez, et se nommer selon ce concept. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut avoir, comment on peut m'appeler. Donc, antimicrobe me semble un peu malheureux. Deuxièmement, comment on dit, le terme antimicrobe ou microbe me renvoie à quelque chose que Charles Blé Goudé avait dit en mars 2011. Donc nous nous rappelons, il a réuni les Ivoiriens dans une grande salle en disant, voilà, on ne croit pas que son Excellence M. Laurent Gbagbo, qui est le président de la République actuelle, même s'il est empêché de gouverner, on ne croit pas qu'il est majoritaire. Donc tous ceux qui ont élu Laurent Gbagbo restent à la maison, et ceux qui sont pour Alassane Ouattara vont travailler, et vice-versa. Donc tous ceux qui ont élu Laurent Gbagbo ils vont à la manifestation. Et il y avait une très grande manifestation directement avant le coup d'État de Nicolas Sarkozy à la fin mars. Donc, et Charles Blé Goudé, que j'honore, parce qu'il faut reconnaître quand même ce qu'il a fait en mars 2011. Et j'invite les gouvernements ici en Europe de prendre conscience de ce qu'il a dit en mars 2011, avant la grande manifestation. Il a dit
Dites à Nicolas Sarkozy que nous n'aurons pas la guerre civile en Côte d'Ivoire. Maintenant, on l'a mis en prison et on peut faire la guerre civile en Côte d'Ivoire. Faites attention par rapport au discours et ce qu'on défend. Et donc, ça, c'est ma contribution par rapport au micro. Bien. Alors, nous allons passer directement aux antimicrobes. Donc, pour pouvoir lutter contre le phénomène des microbes qui sévit énormément dans les quartiers d'Abidjan, la population a pris en charge son autodéfense. Et les individus ou les personnes qui ont été choisis ou qui se sont auto-choisis pour défendre, pour lutter contre les microbes, on les appelle aujourd'hui des antimicrobes. Alors, est-ce qu'il appartient à des individus dans une république apaisée à assurer la sécurité dans les quartiers? Est-ce que ce n'est pas un nouveau phénomène qu'on est en train de mettre encore en place, n'est-ce pas, face à ces élections qui sont en train d'arriver? Quelles sont les conséquences possibles pour la Côte d'Ivoire de demain, pour la sécurité de la Côte d'Ivoire de demain? Mais c'est la preuve que la Côte d'Ivoire n'est plus un état de droit. Parce que dans un état de droit, on ne sort pas avec des pilons, on ne sort pas avec tout ceci pour se faire justice, pour se rendre justice soi-même. Aujourd'hui, il faut que la Côte d'Ivoire, surtout le régime dictatorial qui est en place, parce que Dramane Ouattara, il faut toujours le préciser, il n'est pas élu en Côte d'Ivoire, il est le chef de l'autorité ivoirienne. Comme Yasser Arafat était chef de l'autorité palestinienne, parce qu'il n'était pas élu. Donc Ouattara est chef de l'autorité ivoirienne. Quelles sont les dispositions que l'autorité ivoirienne prend pour réinsérer dans la société tous ces jeunes et laisser les populations régler eux-mêmes leurs problèmes? C'est très dangereux. J'ai vu des différentes photos, j'ai vu des images, j'ai vu des vidéos de la population des pouvoirs qui décident de se prendre en charge. Mais imaginez le nombre de morts. Qu'est-ce qui nous fait dire que ceux qui ont été tués sont vraiment les microbes? C'est ça. Parce que dès l'instant où c'est le peuple qui rentre dans le schéma, ça ne réfléchit plus trop. On rentre dans des considérations. Considérant que tu as porté telle chaussure, considérant que tu as mis telle chemise, considérant que tu as tel accent, donc tu corresponds à tel schéma. C'est dangereux pour un pays. Et ça, franchement, je ne peux pas parler de ça sans m'incliner devant la mémoire de toutes ces personnes qui sont décédées. Ce n'est pas possible. On ne peut pas accepter ça pour notre pays. Qu'on tue des gens sous prétexte qu'ils sont des microbes. Mais les microbes, ça s'isole. On ne tue pas un microbe, on isole le microbe. Donc, s'il faut permettre que des populations puissent elles-mêmes se rendre justice, c'est que nous ne sommes plus d'un état de droit. Monsieur Achot? Oui, en fait, moi, je voulais dire à l'instant de mes collègues ici que l'apanage exclusif de la sécurité d'un pays relève en premier de la police. Voilà, c'est à la police d'assurer la sécurité quand même des citoyens. Voilà, donc aujourd'hui, bon, voilà, si des gens se réunissent en groupe d'autodéfense, c'est parce qu'il n'y a pas de police. Et notre police n'est pas armée. Donc voilà des gens qui se lèvent aujourd'hui, qui se font appeler antimicrobes. Mais est-ce que ceux-là ne sont pas encore des supplétifs ou voilà, encore des microbes en eux-mêmes? Bon voilà, là-dessus, il y a des hypothèses. Soit ces gens-là ne cohabitent pas avec les microbes, ce sont vraiment des antimicrobes. Mais demain, ils vont quand même se revendiquer encore des postes. Pendant que les microbes sévissaient, il n'y avait pas de police, c'est nous qui étions aux premières loges pour défendre. Donc aujourd'hui, nous avons fait office de police, c'est à nous qui revient d'intégrer la police. C'est encore une crise latente qu'on met sur place. Donc bon, c'est quand même gravissime ce qu'on vit. Il y a un pays où il n'y a pas de gendarmerie, les gens ne sont pas armés, il n'y a pas de police. S'il faut faire appel à des gens qui... Bon, c'est quand même... C'est gravissime quand même. Gravissime. On vient justement, pour la sécurité nationale, on vient de former des commandos d'élite. Moi, ce que je crains, et ce dont j'ai le plus peur, c'est que ce phénomène, entre guillemets, de microbes et antimicrobes soit des gemmes d'une guerre civile. Pourquoi? Parce qu'on nous a vendu cette idée selon laquelle la Côte d'Ivoire est divisée dans ce qui lui est fondamental. La Côte d'Ivoire est un pays qui oppose les nordistes aux sudistes. C'est un pays qui oppose les musulmans aux chrétiens. Aujourd'hui,
on va nous dire que Yopougon est une commune qui est plus proche de Laurent Gbagbo et Abobo plus proche d'Alassane Ouattara. On va dire que les microbes, ils viennent d'Abobo et que les antimicrobes, ils viennent de Yopougon. Du coup, Yopougon est contre Abobo, Laurent Gbagbo encore contre le Ouattara. Oui. Et ça va aller comme ça de fil à aiguille et on va nous créer une fois de plus une guerre civile qui va générer un génocide. Parce qu'aujourd'hui, c'est un pays sans foi ni loi. C'est carrément le Texas là. Un pays où on va laisser les populations s'auto-défendre. Moi, je crois que nous sommes dans une plantation de café ou de cacao. On n'est pas en train de mettre un état de droit tel que cela nous a été promis dans les années antérieures. Il est très important que les autorités en place prennent la mesure, n'est-ce pas, de l'enjeu qui se profile à l'horizon. C'est une crainte pour les Ivoiriens, pour l'Afrique, et je crois même que les organisations de protection et de défense des droits de l'homme, on sait bien qu'ils sont à la solde de certains pays, devraient s'y pencher avec un peu plus de lucidité. Parce que laisser ce problème entre les mains des dirigeants ivoiriens qui nous ont dit que l'armée est bien formée, que l'armée est parée à toute éventualité. Et je rappelle que hier, lorsque j'ai suivi cela à la RTI, j'ai entendu ce haut fonctionnaire de la police nationale qui a dit que la situation est sécurisée, qu'ils sont en maîtrise de la situation, et j'ai prêté attention de voir qu'en fait il y avait un micro qui lui était tendu, qui était un micro rouge. Et un micro rouge, on sait bien ce que c'est. C'est bien écrit dessus, je cite pas les médias parce que c'est un média que je n'aime pas beaucoup. Le micro lui était tendu et il a dit ça. Je sais que après que ce micro soit parti, parce que c'est un micro qui a une forte audience, lorsque ce micro sera parti, eh bien, les policiers et les voitures que nous avons vues là, devant la caméra, rentreront en caserne. Et le phénomène va se reproduire, et on aura de nouveau des assassinats, et on va nous vendre une fois de plus que c'est le sud contre le nord, les chrétiens contre les musulmans, les gens qui ne veulent pas les élections, c'est le FPI ou bien je ne sais pas trop quoi, qui ne veut pas prendre nos élections, et après créer tout un problème qui ne trouvera pas de fin après, et on va continuer à comptabiliser les morts en Côte d'Ivoire. Donc j'attire l'attention de l'opinion nationale en Côte d'Ivoire, de ceux qui ont en charge la protection et la défense des droits de l'homme, de s'y pencher avec un peu plus d'acuité. J'ai même, je peux vous dire là maintenant que ce qu'ils disent, ce qu'il vient de dire, c'est vrai, parce qu'il est déjà en train de courir une certaine information, comme quoi ce sont les hommes de Gbagbo qui créent la psychose en Côte d'Ivoire pour ne pas aller aux élections. Voilà. Donc, il faut faire attention avec ce qui se profile à l'horizon. Parce que Dramane Ouattara, il est bien de rappeler aux gens que c'est un régime très cynique. Ils sont capables du pire pour se maintenir au pouvoir. Donc, les microbes, tout ça, c'est leur création. Puisque c'est celui qui crée qui donne le nom du concept. À ce nom, en Côte d'Ivoire, on n'a jamais appelé quelqu'un microbe. De 1960 jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais appelé quelqu'un microbe. On a eu des voyous, on a eu tout ça en Côte d'Ivoire. Mais jamais le mot microbe n'est sorti. Mais il sort sous Dramane Ouattara. C'est avec lui on connaît les microbes. Alors, ce que je voulais savoir, monsieur le débatteur, sous l'ancien régime, sous le régime Gbagbo, il y avait des agoras, il y avait des parlements qui étaient l'expression même de la contradiction de la vie politique en Côte d'Ivoire, où chacun venait exprimer, donner son avis. Et cette fois-ci, sur le régime Ouattara aujourd'hui, les microbes dont on parle aujourd'hui, et c'était l'expression de la force des biceps, ou de la matière grise, où les gendarmeries sont saccagés partout, par tous les moyens. Alors, quelle différence aujourd'hui? Alors, quelqu'un me disait un jour, c'est parce qu'au temps de Gbagbo, on mettait la force sur les intellectuels, et au temps de Ouattara aujourd'hui, c'est les microbes dont on parle, mais qui sont nés, qui ne sont jamais allés à l'école. Alors, donnez-moi votre avis. Mais c'est pas faux. Ouais. Quand vous arrivez dans les agoras, ceux qui tiennent les discours dans les agoras, c'est les étudiants. Mais allez-y dans les grains. Parce que nous, c'était les agoras et le parlement et tout. Eux, ce sont les grains. Les quoi? Grains. Les grains. Voilà, c'est des grains. Voilà. C'est des grains. C'est comme ça ils appellent les agoras. Eux, ils appellent ça des grains. Ils ne sont pas là à l'école, ils n'ont pas de niveau intellectuel. Voilà. Et quand vous voyez, mais il est simple. Mais prenez un militant de base du FPI et prenez un militant de base du RDR. Vous voyez tout de suite la différence. L'autre, il a bac plus 2. L'autre, il a bac moins 20.
Bon, écoutez, je vais sur le timing de ce fléau. On se souvient qu'il y a de cela peu de temps, pendant la CAN, on a eu ce système d'assassinat des enfants dans les rues. Nous avons crié sur tous les toits que cette histoire-là, c'est ahurissant qu'on puisse enlever les enfants et les assassiner, les tuer de la sorte. Et on m'a dit en cette période-là, sur un plateau de télévision, enfin, pas sur le plateau de télévision, mais non, c'était pour les raisons mystiques, machin, parce que la canne et tout. Mais là, je me pose la question, si ces microbes, enfin, ils existent depuis très longtemps, pourquoi depuis 2010 ou 2011, ce n'est qu'à présent qu'on ressent les effets? Ah non, les microbes sévissent depuis 2011. Ils ont fait beaucoup de dégâts. Leur chef, Zama, a été massacré à Tekoubé, découpé en morceaux et brûlé. Et ça, c'est la population. La police est venue, la police l'a laissé aux mains de la population. C'est-à-dire que nous sommes dans un État, ce n'est plus un État de droit. Mais si la police l'a laissé entre les mains de la population, cela pouvait avoir des raisons. Mais lesquelles? Aucune raison ne peut justifier que la police laisse quelqu'un aux mains de la population, même s'il a tué. Un assassin, ouais. Même si c'est un criminel. Ok, bon, nous allons continuer donc le débat. Je laisse le soin à mon collègue et ami Seri d'aborder ce quatrième et dernier point de notre débat. Alors, il s'agit, en introduction donc, il s'agit du mouvement de la résistance ivoirienne en Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire en France. Voilà. Alors, qu'est-ce que ce mouvement-là a apporté dans la compréhension de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, de la crise post-électorale jusqu'à nos jours? Alors, parlons des mouvements de résistance. Aujourd'hui, on parle de quel a été leur impact sur la situation en Côte d'Ivoire.